quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je trouvais que c'était important de faire un petit aparté sur ma relation avec Taylor Swift. Je vais essayer de garder ça court parce que le reste de la vidéo est déjà assez long comme ça. J'ai été pendant longtemps ce qu'on peut appeler une Swiftie, et aujourd'hui encore, je connais par cœur une grande partie de sa discographie. Je suis premier degré assez impressionnée par la créativité de Taylor Swift, son habilité à se réinventer constamment, et la facilité déconcertante qu'elle a à écrire des chansons. Cependant, dans cette vidéo, je vais absolument pas faire l'éloge de Taylor Swift. Bien au contraire. Je suis allée au Eras Tour en tant que fan l'année dernière, donc quand j'ai vu qu'elle sortait une série documentaire sur sa tournée, j'étais assez curieuse de voir ce qu'il y avait dedans. Surtout que dernièrement, j'écoute beaucoup moins de sa musique. J'ai trouvé son dernier album très mauvais. J'ai aussi vu ses positions politiques, ou son manque de prise de parole pour être plus précise, et aussi ses fréquentations plus que louches. Je pense donc qu'avec le temps, je réussis à être quelqu'un d'assez objectif sur Taylor Swift, ce qui peut être un peu difficile à trouver sur internet. On voit que les deux bouts, des fans absolus de Taylor qui la remettent jamais en question, et les autres qui sont prêts à cracher sur chacun de ses mouvements. Pour revenir sur le documentaire, il contient 6 épisodes de 45 minutes chacun. Avec autant de temps, j'avais espoir qu'on puisse aller assez en profondeur sur le phénomène qu'a été la tournée du Eras Tour. D'un point de vue sociologique, avec la communauté qui s'est créée autour, d'un point de vue économique, avec les villes qui ont marketé sur les concerts, ou d'un point de vue politique, comme a pu l'être un autre de ses documentaires, Miss Americana. Pour vous l'avouer, on retrouve rien de tout ça dans le documentaire, en tout cas pas avec un développement suffisant. Je ne voulais pas rejeter la faute entièrement sur Taylor pour le produit final qui est ce documentaire, mais aussi en partie sur les réalisateurs. La série a été réalisée par Don Argot et Sheena M. Joy qui ont bizarrement aussi produit et réalisé Kelsey, un documentaire sur Jason Kelce, le frère du fiancé de Taylor Swift, Travis Kelce. Je pense donc comprendre d'où est malheureusement venu le choix des réalisateurs du docu. Le premier épisode s'ouvre sur Taylor Swift qui fait un discours d'avant-concert. Ces discours d'avant-concert, c'est quelque chose qu'on verra régulièrement tout au long du docu-série, qu'il soit prononcé par elle, un danseur, un musicien ou une choriste. En relisant les notes que j'ai prises, je me rends compte que ce discours représente assez bien le ton du docu. Très très dramatique, tout le monde est au bord des larmes et un accent est mis sur le travail gargantuesque qu'est cette tournée. And the Eras Tour wasn't when all the pieces fell into place. That was just when every single one of us had done so much work to where this tour was just when we all clicked together. Le début de l'épisode présente une image de Taylor qu'on a toujours eue, c'est-à-dire une image d'artiste proche de ses fans, de ses musiciens et de ses danseurs. On reste sur le même storytelling qu'elle a toujours mis en place. Et c'est là que j'ai été assez surprise. Je vais passer un peu de moments dessus parce que ça m'a vraiment interpellée. J'ai noté le timecode tellement ça m'a surprise, mais littéralement au bout de 11 minutes, le docu introduit la menace terroriste à Vienne et l'attaque au couteau à Liverpool. Si vous n'êtes pas très familier avec ces événements, pour faire rapide, Taylor a annulé ses concerts à Vienne suite à une menace terroriste, et une attaque au couteau a eu lieu à Liverpool lors d'une fête organisée en l'honneur de Taylor Swift. Je comprends totalement la nécessité d'en parler pendant le docu, il s'agit de moments importants qui ont marqué la tournée. J'ai juste un problème avec le fait de l'introduire entre des images de fans au concert et Taylor qui appelle son mec dans la voiture. Je trouve que c'est légèrement impromptu. Surtout qu'elle en parle d'une manière super étrange. Elle fait cette sorte de métaphore, que je trouve d'ailleurs très malvenue parce que les enfants sont littéralement morts à Liverpool. Mais en gros, elle se compare à un pilote d'avion et elle compare l'attaque au couteau et la menace terroriste à Vienne à des turbulences. Elle ajoute que ça a été un moment où elle a dû, comme un pilote d'avion face à des turbulences, garder son sang-froid pour ne pas inquiéter les foules et les fans. J'ai vu personne en parler alors peut-être que je suis folle, mais je trouve que c'est amené de manière super maladroite dans le docu. Surtout quand on considère qu'elle n'en a pas dit un mot ou fait référence lors d'un de ses concerts. Juste avoir une scène de 10 minutes au milieu du premier épisode d'elle qui pleure et ne plus jamais en faire référence dans les 5 prochains épisodes, je trouve ça assez étrange comme choix. Et comme je vous l'ai dit, juste à la suite, on a une scène d'elle au téléphone avec son mec, apparemment bientôt mari, Travis Kelce. Mais on en reparlera plus tard parce que... If I speak, I am in big trouble. Pour le deuxième épisode, on se concentre sur les chorégraphies du concert. La série fait un focus sur Mandy Moore et Amanda Bollen, qui sont les deux chorégraphes de la tournée. Et puis après, on se concentre sur Cameron Sanders, qui est un danseur de la tournée. Ces portraits, on en voit beaucoup tout au long de la série. Ils sont généralement sur les danseurs ou les musiciens de Taylor, mais pareil, j'en parlerai plus en détail à la fin.
En gros, dans la série, il y a un accent qui est mis relativement souvent sur l'inclusivité et la diversité des personnes sur scène. Comme quoi, Taylor emploie des danseurs qui changent physiquement des stéréotypes. C'est sympa, parfois même touchant pour être honnête. Je pense sincèrement que c'est une des plus grandes forces du docu, de donner la parole aux danseurs, aux musiciens, aux choristes qui travaillent sur la tournée, et de voir comment est-ce que ça a changé, en partie, leur vie. Ensuite, dans ce deuxième épisode, on a aussi une partie qui a un peu fait parler, la partie sur le bonus day. C'est un jour où Taylor écrit à la main des lettres où elle remercie individuellement chaque personne ayant travaillé sur la tournée. Elle leur donne en remerciement une promotion. La façon dont c'est montré dans le docu rend le tout légèrement performatif, mais en vrai, ça reste un moment qui est nécessaire, avec Taylor qui parle de pourquoi pour elle c'est un geste important et symbolique. Pour l'épisode 3, j'ai rien noté à part, et je cite, c'est méga long. Suivant. Épisode 4. L'épisode 4 est un peu drôle. L'épisode commence par Taylor qui parle de l'écriture de son album The Tortured Poets Department, qui est un de ses albums les plus tristes, mélancoliques et introspectifs qu'elle ait écrit à ce jour. L'album s'inspire surtout de ses ruptures avec Joe Alwyn et Matty Healy, pour information. Bref, dans le docu, elle dit, et je cite, « Je suis cette sorte de grosse multinationale que personne ne voit comme un être humain. Encore moins les hommes avec qui je sors. » Pour de vrai, j'ai zéro idée de pourquoi elle dit ça à ce moment. C'est une sorte de mauvaise transition sur comment elle a rencontré son dernier copain, Travis Kelce. Pour faire court, leur rencontre est racontée à travers la mère de Taylor, qui explique qu'elle a arrangé leur couple parce qu'elle trouvait que sa fille choisissait mal ses mecs et qu'elle devrait sortir avec quelqu'un de différent. Peut-être que je fais une hyperfixation dessus, mais je trouve ça bizarre et légèrement infantilisant que sa mère raconte ça de cette façon, dans un documentaire sur le phénomène d'une des plus grandes tournées mondiales. Mais bon, je suis pas dans leur famille, chacun fait ce qu'il veut. J'appuie juste dessus parce qu'ils l'ont vraiment appuyé dans la série, qui, je le répète, est censée être sur la tournée à succès qu'était le Eras Tour, et pas sur la vie personnelle de Taylor Swift et Travis Kelce. Ajouté à ça, il y a Taylor qui répète la partie acoustique de son concert, donc la partie où elle chante au moins 2 chansons différentes chaque soir de sa discographie. Pour ce concert en particulier, elle avait fait un mash-up de Hits Different et de Welcome to New York. Et sa mère est en mode « Oh, c'est trop mignon que tu fasses un mash-up sur ton histoire avec Travis ». Et Taylor la regarde un peu bizarrement et elle répond « C'est sur une personne qui traverse une rupture et qui se retrouve dans une nouvelle ville. It's Different, c'est une chanson de rupture ». Cette façon dont sa mère est impliquée, pour ne pas dire obsédée, par ses relations amoureuses est laissée dans le documentaire. Et je trouve ça un peu fou que personne n'ait tilté. Ensuite, on a un moment plus léger et sympa avec l'arrivée de Sabrina Carpenter. On est plus concentré sur comment Taylor invite des artistes et amis sur scène et comment elle construit sa partie acoustique en collaboration avec. Il y a aussi des images similaires sur Gracie Abrams, Ed Sheeran et Florence and the Machine dans d'autres épisodes de la série. C'est un peu mes moments préférés du docu parce qu'on a vraiment l'occasion de voir Taylor travailler avec d'autres artistes, partager sa vision artistique et tout simplement s'amuser avec son art et ses amis. Sauf qu'après, il y a eu un moment qui m'a laissé très perplexe. Taylor parle des derniers concerts de la tournée en Indiana et du fait que ces concerts se passent 5 jours avant l'élection présidentielle américaine. Elle dit, et je cite, qu'elle souhaite que ces concerts soient un échappatoire, un endroit où rien ne peut tourmenter les fans. Je trouve ça fou de dire ça déjà tout court, mais surtout quand on sait que pendant aucun concert de sa tournée, elle n'a appelé à voter pour Kamala Harris, qu'elle ne s'est exprimée que brièvement contre Trump sur un post Instagram, et de sortir le documentaire avec cette phrase dans une période où Trump envoie littéralement les demandeurs d'asile dans des camps au Salvador et organise des jeux qui s'apparentent vulgairement aux Hunger Games. Rapidement, pour l'épisode 5, elle parle du soutien de sa famille et notamment son lien avec sa grand-mère Marjorie, qui était elle aussi chanteuse mais d'opéra. C'est assez touchant parce que c'est mis en lien avec les danseurs et musiciens qui eux aussi ont dû faire l'épreuve d'un deuil, que ce soit pendant la tournée ou non. C'est surtout fait à travers une des choristes de Taylor qui s'appelle Camilla et c'est honnêtement assez touchant. Par contre, dans cet épisode, Taylor parle aussi de l'écriture de The Life of a Showgirl, son dernier album. Pourquoi faire, j'en sais rien, mais honnêtement, ça n'apporte strictement rien au docu. Madame, je peux vous poser une question? Oui, tout à fait. Pourquoi faire? Et enfin, le dernier épisode, l'épisode 6, Taylor mentionne qu'on élit des porte-paroles de pop culture et qu'ils sont trop jeunes à son goût. Elle dit ensuite que c'est pour elle un miracle d'avoir réussi à atteindre le pic de sa carrière avec le Eras Tour à son âge. C'est une sorte de tacle à Olivia Rodrigo ou Billie Eilish, va savoir. Je sais pas qui a décidé de mettre ça dans le docu, mais ça renvoie juste une image d'elle qui est obsédée par le fait d'être remplacée par des artistes plus jeunes qu'elle, et j'ai surtout du mal à comprendre pourquoi laisser ça dans le docu alors que ça la met pas du tout à son avantage.
Et enfin, pour finir, la série se termine par des messages de ce qu'elle a achevé pendant et après la tournée. Il y a un message qui dit que Travis et elle se sont fiancés. Oui, le nom de Travis est en premier, et non, je ne sais pas pourquoi elle a jugé que c'était une information cruciale en rapport avec la tournée. Et ensuite, il y a un message qui dit que son dernier album, The Life of a Showgirl, est le plus gros album de sa carrière à ce jour. Encore une fois, d'après quelle source, j'en sais trop rien. Au final, ce documentaire donne surtout l'impression d'un objet très contrôlé, presque trop conscient de lui-même. Tout y est, l'émotion, le travail, la bienveillance, l'inclusivité, la famille, l'amour, la réussite. Mais à force de vouloir tout montrer, la série finit par ne rien vraiment raconter. On ne ressort pas avec une idée claire de ce qu'est le Eras Tour. Est-ce que c'est un exploit artistique, un phénomène sociologique, une aventure humaine collective, un tournant intime dans la vie de Taylor Swift ou une vitrine de son nouvel album et de sa relation avec Travis Kelce? Le documentaire refuse de choisir et ce flou devient son plus gros problème. Ce qui frappe surtout, c'est l'insistance presque obsessionnelle sur la notion de travail. Taylor répète constamment que c'est son devoir, sa responsabilité et presque sa mission sacrée de tenir bon, de rassurer le public et de ne jamais flancher. On est face à une vision très américaine et très capitaliste de la performance. Quoi qu'il arrive, menaces terroristes, violence, contexte politique anxiogène, le show doit continuer parce que c'est son job. Cette rhétorique flirte parfois même avec une forme de méritocratie un peu creuse, où la réussite justifie tout, et où l'épuisement émotionnel devient une preuve de valeur morale. Toutefois, cette posture est profondément politique, même si le documentaire refuse de l'assumer comme tel. Quand Taylor explique à quelques jours des élections américaines qu'elle veut que ses concerts soient un espace où rien ne peut tourmenter le public, elle choisit l'échappatoire plutôt que la confrontation. C'est pas illégitime, le divertissement a aussi cette fonction. Mais ce choix contraste avec son statut de figure culturelle ultra puissante et avec l'image qu'elle donnait d'elle-même à une certaine période. Le film montre une Taylor consciente de son influence mais très réticente à l'utiliser autrement que pour apaiser. Cette volonté de contrôle se retrouve aussi dans la manière dont le documentaire martèle à quel point Taylor est une bonne personne. Inclusivité, gentillesse, générosité, écoute, tout est sans doute vrai, mais à force de le répéter verbalement, le message devient paradoxalement beaucoup moins crédible. Les images parlent souvent d'elles-mêmes, les interactions avec Sabrina Carpenter, Gracie Abrams ou Ed Sheeran, les moments sincères avec les danseurs ou certains musiciens, et ce sont précisément ces instants-là qui touchent le plus. Le reste ressemble parfois à une campagne d'auto-validation permanente, comme si le documentaire anticipait toutes les critiques possibles et cherchait à les désamorcer à l'avance. Enfin, il y a cette obsession étrange pour la jeunesse qui traverse surtout la fin du docu. Taylor parle du miracle de réussir à son âge et de la façon dont on élit des figures pop toujours plus jeunes. Elle semble à la fois s'en détacher et s'en inquiéter. Ça résonne forcément dans une industrie qui consomme les artistes féminines très vite. Mais le sujet n'est jamais vraiment creusé. Comme beaucoup d'autres thèmes, il est survolé puis rapidement abandonné. Résultat, on ne sait pas si le documentaire veut questionner ce système ou simplement rappeler que Taylor Swift a réussi à y survivre et à le dominer. En résumé, ce documentaire est à l'image de l'empire Taylor Swift aujourd'hui. Immense, impressionnant, maîtrisé, mais aussi saturé. Tout y est trop long, trop répété, trop explicité. 3 épisodes auraient largement suffi pour faire émerger quelque chose de plus mémorable. I'm done. Cut the show. I'm done. Take me out. À vouloir tout raconter en même temps, le travail, l'amour, la politique, l'équipe, la tournée, l'héritage, le film finit par diluer son propos. Et c'est peut-être là le vrai paradoxe. Le Eras Tour est un phénomène culturel et social fascinant, mais le documentaire qui l'accompagne préfère la célébration à l'analyse, la protection de l'image à la prise de risque. Une vitrine parfaite, oui, mais qui laisse finalement peu de place au doute, à la complexité ou à une vraie introspection.